du pôle social en fait et la charge de l'accompagnement commercial et technique, parce que j'ai un binôme avant-vente qui m'accompagne sur le pôle social et notamment sur la CNAF. En tout cas, merci Fabien d'être là. Avant de commencer sur la réflexion que vous aviez sur la partie cyber, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait la caisse des allocations familiales? C'est vrai qu'on connaît, mais on ne sait pas forcément dans le détail ce périmètre d'action et ce qu'elle peut apporter. Eh bien, donc la Caisse nationale d'allocation familiale, en fait, créée en 67, donc une branche famille qui comprend la CNAF et 101 CAF. Elle-même créée en 1946, c'est donc tout le volet social avec des domaines d'intervention qui sont l'accompagnement des familles, donc vous connaissez probablement les allocations familiales, le financement des modes d'accueil individuels, collectifs de la petite enfance, de la jeunesse et les politiques de soutien à la parentalité. On distribue donc les aides au logement et les prestations de solidarité, donc le revenu solidarité active, RSA, prime d'activité et les allocations adultes handicapés. Et quelques chiffres. Quelques chiffres clés, on en a déjà parlé, 101 CAF, 36 000 salariés, 13,5 millions d'allocataires, 104,5 milliards d'euros de prestations versées. Donc en gros, vous payez des impôts et nous, on verse les prestations. Et 32 millions de personnes couvertes. Plusieurs sites. Un site Mon Compte Partenaire avec 15 millions de visites. Un site caf.fr, site web et site mobile, avec plus d'1 milliard de visites annuelles, 7 milliards ou quasiment 8 milliards de pages vues, 630 millions de connexions à la personne et 70 millions de démarches réalisées. On voit que ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de trafic. Mais c'est un système d'information qui est dédié à attribuer des allocations et du coup qui génère beaucoup de visites de nos allocataires. Du coup, une DSI avec 180 applications, 60 logiciels, 850 collaborateurs, 150 technologies identifiées, 13 millions de traitements batch réalisés en production, de data center, de cloud, donc un écosystème, un écosystème SI très riche. Et donc, pour traiter tout ça, toi, à ton arrivée, en tant que directeur du contrôle interne et de la sécurité, tu es en charge de gérer toute la partie cyber de cette partie-là. Et en gros, c'est quoi le champ d'action de ton département? Est-ce que tu es capable d'expliquer un petit peu plus en détail ce que toi t'amènes du côté du contrôle interne et la gestion de la cyber? En fait, le champ d'action de la direction contrôle interne et sécurité numérique s'organise sur 3 départements. Un département gouvernance, risque, conformité, où du coup on va éditer les politiques, les mettre à jour et contrôler qu'elles sont mises en œuvre. On va réaliser la partie sensibilisation et suivre les réalisations des plans d'action suite aux audits. Et naturellement, le volet commission d'homologation, c'est-à-dire l'homologation des applications au sens du référentiel général de sécurité, selon les 9 étapes qui sont disponibles pour ceux qui veulent approfondir sur le site de l'ANSSI. Un département architecture résiliente avec pour objectif la mise en place des principes de défense en profondeur, donc architecture de sécurité avec de la segmentation réseau, de la mise en place de briques de sécurité pour contrôler le trafic et l'usage des applications qui sont mises à disposition. Une équipe qui s'occupe de l'administration des systèmes de sécurité, une équipe qui fait la qualification des outils de sécurité,
qui travaille sur l'architecture des tests de continuité de reprise d'activité et qui réalise ces tests de continuité de reprise d'activité. Et pour finir, l'équipe cyberdéfense, dont l'objectif c'est de faire de l'analyse de la menace, de l'identification des vulnérabilités, de la qualification des attaques, de la réponse aux attaques, de mettre en place les mesures correctrices urgentes, de piloter la sécurité d'un point de vue opérationnel et de participer aux gestions de crise, puisque très clairement c'est le SOC. Quand le SOC sonne, c'est qu'on a une difficulté et qu'il faut trouver ou s'organiser pour répondre au plus vite et traiter la difficulté qui a été détectée. Et tout ça, ça représente combien de personnes au niveau de ton département, au global? Alors, au global, c'est 36 personnes aujourd'hui sur le département, en comptant mes alternants, puisque je fais le choix aussi d'accueillir des alternants pour les former au métier de la cyber et éventuellement les intégrer dans les équipes lorsqu'ils ont réussi leur diplôme. Belle chose. Revenons maintenant au projet cyber qui nous a amené à travailler ensemble. Donc, c'est vrai que c'est une réflexion qui a commencé il y a quelques temps, qu'on a finalisé, qu'on est en cours de finalisation et qu'on a finalisé en fin d'année l'année dernière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet au niveau de la organisation cyber et comment ça vous a amené aussi dans cette réflexion où vous étiez un peu en on-premise, enfin sur des solutions qui étaient installées en interne chez vous, comment il y a eu des réflexions à partir aussi sur des environnements un peu plus qualifiés et d'avoir une structure un peu plus déportée dans des environnements cloud? Alors, c'est un projet effectivement dont la réflexion a été initiée à partir de juin 2023. Des réflexions sur l'été 2025. Il y a une présence Splunk dans le data center sur une infrastructure qui nous est propre. Des difficultés avec cette présence Splunk dans le data center sur notre infrastructure, puisqu'on a un problème de capacity planning. D'une part, et on a le sujet de j'ai dans mon data center, donc sur le SI que je surveille, les moyens de surveillance. Du coup, si mon data center se retrouve compromis par un attaquant, il y a de fortes chances que je perde la visibilité sur les outils qui me permettent de faire toutes mes analyses de sécurité, éventuellement le forensic derrière. Du coup, première réflexion été 2023. Sur la timeline, on voit l'arrivée d'un nouveau DSI. Sur la timeline, on continue à voir les réflexions sur les évolutions d'infrastructures, parce que c'est toujours compliqué de se dire je vais partir dans le cloud. Il y a des offres qui sont matures aussi dans le cloud en mode SaaS pour faire du SIEM. Ces offres qui sont matures dans le cloud en mode SaaS pour faire du SIEM s'appuient sur des hébergeurs qui ne sont pas forcément des hébergeurs européens ou qualifiés. Notamment la nôtre. Et du coup, notamment la vôtre. Du coup, moi, je suis arrivé en mars 2024. J'ai regardé le travail de mes équipes. On a brainstormé autour de ce travail. Et j'ai proposé une alternative un peu différente, c'est-à-dire de continuer avec cette solution Splunk qui nous rend service et qui permet de faire la corrélation de log à des fins de sécurité, mais aussi la corrélation de log à des fins d'analyse de fraude, mais aussi éventuellement la visibilité sur nos infrastructures ou le suivi sur nos infrastructures. Je proposais qu'on sorte le SIEM de notre data center pour venir le mettre en œuvre dans un espace Secnum Cloud dédié, chez un hébergeur français qualifié. Et notamment, après ton arrivée, là tu viens de dire que tu avais le choix de continuer avec Splunk. Qu'est-ce qui a fait que ça a confirmé ce choix? Et pourquoi tu as choisi de continuer avec nous, en fait, et plutôt qu'éviter de refaire une mise en concurrence?
et de tester un petit peu toutes les solutions qui étaient sur le marché. Notamment, on a des solutions françaises, des solutions de premise qui sont aussi disponibles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu avais fait le choix de repartir avec Splunk et qu'on a réussi aussi, en partenariat avec Outscale et Orange, de partir sur des environnements qualifiés 3.2. Donc ça, on a pu répondre à ce besoin. Mais qu'est-ce qui fait dans un premier temps que tu as choisi de continuer avec nous? Je ne sais pas tout changer en une seule fois. C'est-à-dire que le Big Bang, ça finit probablement parfois par du Big Badaboom. J'arrive, je crée une direction, je récupère des personnels qui sont opérationnels sur la partie cybersécurité qui étaient dans d'autres directions. Je les regroupe dans ma direction et je leur donne une stratégie pour avancer avec une trajectoire et des objectifs sur 3 ans. Changer de technologie en même temps, de changer d'hébergement en même temps que changer de direction, en même temps que éventuellement changer de process et de mindset, ça fait beaucoup de choses pour les équipes. Par ailleurs, quand on choisit la meilleure solution du marché, c'est celle qui est finalement maîtrisée par les équipes qui l'opèrent. De fait, la partie Splunk chez nous, elle est maîtrisée, elle est opérée chez nous. S'il avait fallu que je choisisse une autre solution, je rappelle la difficulté de mettre en place ces projets de corrélation de log. C'est pas tant le projet du corrélateur qui pose problème, puisqu'il s'agit finalement d'installer un progiciel, mais c'est tout le projet de collecte derrière et la façon dont je traite ce projet de collecte pour pouvoir ensuite stocker, parser, corréler dans un data lake. Je ne sais pas mener tous ces projets-là de front, en fait. Donc, moi, je suis assez pragmatique. J'ai une solution qui fonctionne. J'ai des gens qui sont formés sur la solution. J'ai une équipe qui marche bien sur cette solution-là. On avait besoin de donner un appel d'air pour augmenter notre capacité de traitement et notre capacité de stockage. Je pars chez un cloudeur français, donc Outscale, dans un environnement SecNum Cloud, donc qualifié. Appuyé par Orange Cyberdéfense pour faire du déploiement ASCODE de façon à ce qu'on ait le moins d'interventions possible à faire sur les serveurs, sur l'infrastructure, mais qu'on soit bien sur du ASCODE et qu'on soit capable de redéployer au besoin toute l'infrastructure. J'essaye de m'apporter, de me contraindre aux mêmes politiques de sécurité que celles que je produis pour mes collègues de la DSI. Donc quand je fais du cloud, je fais du ASCODE et je m'emploie à ne pas utiliser les services qui sont proposés par mon hébergeur pour conserver cette indépendance. Du coup, dans ce contexte projet-là, changer de CIEM, ça aurait apporté une transformation supplémentaire que je n'avais pas la capacité d'absorber avec mes équipes sur la timeline. Très bien. Après, on est sympa. Et on vous apporte un bon accompagnement aussi. Oui, alors bien sûr, il y a un accompagnement, il y a un accompagnement aussi. qui est là. Il y a aussi une recherche de l'éditeur sur les cas d'usage, sur la mise en place des règles de corrélation, sur tout ce qui finalement donne du sens et de la performance à ce projet, puisque l'objectif, c'est pas d'utiliser Splunk, c'est bien d'avoir des alarmes qui sonnent ou une corrélation qui nous permettent de détecter d'une part des comportements déviants sur notre système d'information, d'autre part les tentatives de fraude de nos internautes, puisqu'on a des gens qui sont assez taquins. Pierre qui se fait passer pour Paul pour remplacer le RIB de Paul et pour pouvoir toucher les allocations de Paul. Ça nous arrive assez régulièrement, je vous l'assure. Et du coup, avoir des infrastructures qui nous permettent de détecter ce genre de comportement, ça nous permet d'éviter de verser des allocations indues à des personnes qui auraient changé des RIB. Donc ça fait aussi partie de la partie opérationnelle. Pendant toute cette transformation,
On n'arrête pas le SOC, on n'arrête pas la corrélation, on fait une transformation, on porte un projet dans un autre, chez un autre hébergeur, mais pendant ce temps-là, le spectacle continue, c'est-à-dire que notre SIEM fonctionne. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais parti sur un environnement qualifié. C'est vrai que c'est pas une contrainte, mais ça a été une très forte requête de ta part sur cette partie-là au niveau de l'hébergement, parce qu'on aurait pu te proposer, on avait notre environnement SaaS, personnellement Splunk aussi propose sa solution en mode SaaS, donc on a très vite compris que la partie hébergement qui était sur un provider étranger n'était pas forcément validée au sein de la CNAF et notamment par tes équipes DPO et la direction interne. Ton choix d'environnement qualifié plutôt qu'un environnement standard, c'est quoi? C'est par rapport aux recommandations de l'ANSSI? C'est ce qui a été promulgué? C'est plutôt toi une recommandation personnelle? C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as fait le choix de partir plutôt sur des recommandations d'environnement qualifié SecNumCloud 3.2? Voilà, sur quoi c'est installé aujourd'hui? Plutôt que de partir sur un environnement, on va dire, de stockage standard SaaS qui peut être chez un hébergeur tiers. En fait. Tout simplement parce que si on se replace sur la timeline, au moment où je prends la décision, donc octobre 2024, je devais avoir la publication de NIS 2. Et je ne veux pas reconstruire mes environnements en fonction des prises de décision gouvernementales, en tout cas de la façon dont la directive Nice allait être menée par l'ANSSI et par nos politiques. Donc il se trouve que quand je fais le benchmark entre les environnements qualifiés et les environnements non qualifiés, en partant du principe que je partirais sur un cloudeur français ou européen, finalement l'écart de coût en hébergement de l'environnement qualifié versus l'environnement non qualifié, il n'est pas suffisamment important pour être discriminant sur mon projet. Donc, naturellement, je pars sur l'environnement qualifié en me disant, si pour une raison quelconque, le législateur m'oblige à avoir une qualification sur mes environnements traitant de sujets de sécurité, au moins, je n'ai pas besoin de reconstruire mon projet ou de déménager mon projet. Il se trouve que c'est aussi une croyance personnelle, que du coup, il y a des gens qui travaillent pour sortir des normes, des qualifications et d'autres qui travaillent pour faire qualifier leurs environnements. Le moins qu'on puisse faire quand il n'y a pas un écart extraordinaire sur les coûts d'utilisation d'un environnement versus d'un environnement qualifié versus un environnement non qualifié. En tant qu'acteur public, c'est d'aller héberger ces données chez un hébergeur qualifié. D'où ton choix de 3D Outscale. D'où mon choix de 3D Outscale, mon choix de Orange Cyberdéfense pour le déploiement du code, donc du ASCODE, qui nous permettra de déployer l'infrastructure chez 3D Outscale. Et puis le choix des partenaires technologiques qui sont autour pour monter les briques de sécurité qui sont propres à la CNAF et qui permettront d'assurer la partie cyber de cette infrastructure. Et concernant le projet, où on en est en ce moment? Peux-tu nous dire où est-ce qu'on en est? Parce que c'est vrai qu'on est en cours de déploiement de la solution, on le sait. Et quelles sont les attentes en fait, que vous souhaitez par rapport à tout ce projet-là après derrière? Alors, j'ai envie de dire, moi je leur ai mis des étoiles, des étoiles et des moulures au plafond, puisque on démarre le... Alors, rigolez pas, on est dans le monde public, hein. Donc potentiellement ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. Et du coup, on démarre le projet en octobre, on passe nos commandes en janvier. On a une infrastructure up and running aujourd'hui. Oui. Et
on fait le choix d'avoir les deux infrastructures qui tournent en même temps sur le on-premise et dans le cloud pour pouvoir peupler la partie cloud avec les logs et arrêter l'infrastructure on-premise quand on aura suffisamment de profondeur de log pour pouvoir tourner sur l'infrastructure cloud. Donc le projet, il aura mis entre la décision, enfin non, je vais même dire les passations de commandes et l'arrêt de l'infrastructure on-premise, 6 mois. Ce qui, à l'échelle d'un acteur comme la CNAF, est juste une comète en fait, hein, sur notre capacité à mener ce type de projet dans des délais aussi courts. Je te le confirme. Après, bravo, c'est aussi ton impulsion et en fait le fait aussi d'amener ta vision des choses et au fait ce que tu avais déjà mis en place sur d'autres acteurs du secteur public. Ça permet aussi d'avancer un peu plus rapidement sur les choix des décisions et la mise en place du projet. Donc c'est vrai que le projet aujourd'hui est en cours de finalisation de déploiement parce que l'installation et la plateforme est déjà installée. Il y a juste maintenant à mettre en place les données pour que ça soit lancé et que ça soit mis en place. Alors côté Splunk, c'est un projet en fait qu'on a mené de front avec les équipes Splunk, mais pas que ça, c'est aussi un projet en quadripartite, donc c'est pas évident aussi à mener sur la totalité des différents acteurs. Il y a aussi la CNAF qui a sa timeline et ce qui a été mis en place au niveau des décisions et des choix et les restructurations et les politiques budgétaires, etc., qui a été mis en place sur le projet. Il y a aussi le choix de l'acteur en termes d'hébergement. On a bien travaillé avec Fabien sur cette partie-là. Il y a eu des rebondissements, mais on a réussi à closer et à définir l'hébergeur dans le temps imparti que toi tu voulais au niveau de ta timeline aussi. Le choix de l'intégrateur et d'Orange Cyberdéfense est un acteur majeur chez Splunk, donc ça a été assez facile en fait de travailler avec eux vu qu'ils ont l'habitude et ils ont les expertises côté SIEM. Donc finalement c'est des acteurs et c'est des partenaires avec qui on travaille régulièrement. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont assez fluides côté Orange Cyberdéfense. Mais en fait, ce qui a été le plus compliqué, finalement, ce qu'on pensait compliqué, mais ce qui est finalement est bien parti, c'est comment on va travailler ensemble sur les 4 acteurs. Parce que chacun a sa façon et son approche. C'est les délais ou autres. Et finalement, on a eu un métronome qui est dans ton équipe, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est Olivier Calmès, qui est notre chef de projet, qui a réussi en fait à bien mener les 4 acteurs au sein du projet et qui a réussi à cadrer sur des réunions de comité de pilotage et comité de projet assez régulières qui sont toutes les semaines. En fait, on en a 2 par semaine, qui aujourd'hui met une bonne cadence au niveau du projet et qui normalement, au niveau de tes délais que tu nous imposes, qui sont très très courts, on arrive potentiellement à ce que le SOC soit opérationnel au mois de mai. Enfin, la fin de la mise en production sera au mois de mai, donc normalement on suit tes timelines et on suit ce que tu mets en place. Pour une fois que je paye pour voir. C'était pas le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous dites à un éditeur, bah non, je vais pas prendre votre solution en mode SaaS parce que vous l'hébergez pas au bon endroit. L'éditeur, il fait. C'est plutôt vrai. Ouais, c'est plutôt vrai, on est d'accord. Hein. C'est très très vrai. Qu'est-ce qui va me sortir celui-là? On va essayer d'héberger ça chez Pierre ou chez Jacques. Oui, mais non, ça va pas marcher parce que nous, on a besoin de qualifier l'environnement technique pour nous assurer que notre technologie fonctionnera chez Pierre ou chez Jacques. Ah. Du coup, vous vous retrouvez avec une idée géniale, mais avec un éditeur qui dit, moi, avant de vous laisser partir sur cet environnement-là, il faut que je qualifie techniquement l'environnement, donc il faut que je travaille avec les hébergeurs que vous avez shortlistés et qu'on fasse les tests avec les hébergeurs que vous avez shortlistés pour nous assurer que lorsqu'on va vous apporter le support sur notre solution, on est persuadé que la façon dont les hébergeurs hébergent les données, donc c'est des histoires d'accès données, d'accès disque, seront suffisamment performants pour vous rendre le service. Là, je me suis dit, on était sur octobre, je me suis dit, tiens, je viens de me tirer une balle dans le pied, je vais courir nettement moins vite.
faudra quand même que je sois assez agile. Ils seront capables de me mettre les deux pieds dans le béton. Et bon, du coup, j'initie les contacts avec les deux hébergeurs. Et puis finalement, ça se passe, hein. On fait deux POC avec les deux hébergeurs. Vous faites passer vos mécanismes pour vous assurer que vous aurez les mêmes performances que chez votre hébergeur chouchou. Et mais je m'emploie à pas donner de nom. Non. Et du coup, on choisit 3D Outscale parce que globalement, ils avaient la bonne techno de stockage. Ils nous permettaient de faire du stockage objet et ils nous simplifiaient toute la problématique de redondance sur le stockage pour que le cas échéant, si on a un problème sur un de leurs nœuds, on puisse basculer sur l'autre nœud et que ce soit transparent, ce qui n'était pas le cas finalement chez tous les hébergeurs. Et là, je vous parle des environnements qualifiés les concernant, puisque le deuxième acteur, je n'avais pas les environnements qualifiés, mais j'ai quand même fait les tests. Du coup, globalement, on a pris le meilleur de la technologie, c'est-à-dire celle qui nous permettait de travailler dans le cloud avec... je rappelle, hein, l'idée, c'est d'avoir de l'élasticité, au moins sur la partie capacity planning. Hein. Si vous avez regardé les chiffres que je vous ai présentés, quand j'ai 1 million de vues par mois sur mon site internet, c'est-à-dire que mes connexions, c'est entre le 25 et le 30 du mois et jusqu'au 5 du mois suivant. Puis après ça roupille. Donc quand j'ai 1 million de vues, je génère de la log à ne plus en finir. Et puis d'un seul coup, j'arrête d'en générer puisqu'ils viennent plus voir. Ils sont touchés leurs allocs, ils savent que leur dossier est complet, ils reviennent voir le mois d'après. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Hein. Bon, d'abord, humainement, c'est toujours sympa de travailler avec des Français parce que tu as vu, il y a une ambiance incroyable pendant les copiles. Pendant les copiles, tout à fait. Que ce soit avec Orange ou autre. J'ai pas pu être au copil d'hier, mais c'est dommage parce que le 1er avril, on aurait pu se raconter. On aurait pu se marrer. On aurait pu se marrer. On aurait pu faire des bons poissons. Et du coup, en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire-là, c'est que on est parti directement sur un partenariat des équipes techniques. On leur avait dit que c'était impossible et j'ai viré du dictionnaire le mot impossible. Comme ça, on leur a dit que c'était possible. Donc, ils ne se sont pas dit que ça n'allait pas marcher. Donc, ils ont tout fait comme si ça allait marcher. On a du bol, ça marche. Après, c'est vrai que dans le projet, du côté Splunk, on avait pris le lead, mais c'est vrai qu'on a onboardé assez rapidement toutes les équipes techniques, que ce soit sur la partie CNAF, Orange ou 3D Outscale. Dès la mise en place et les réflexions, tes équipes techniques sont très vite été intégrées avec nous pour valider le très gros cahier des charges, pour valider l'hébergeur, parce que c'est vrai que c'est des tests de performance, c'est des tests d'accès, c'est des tests d'accès disque, etc., d'écriture sur les disques. Donc c'est vrai que quand tu nous as dit que tu voulais un environnement SaaS, mais pas hébergé chez nous, c'est vrai qu'on a un peu fait glups sur le moment, parce que derrière, on a aussi, nous, des contraintes pour que la solution fonctionne aussi correctement, que si il y a beaucoup de recherches et de requêtes sur la plateforme, faut pas que ça tombe, très clairement. Et en tant que SIEM, disons qu'il faut que tu aies toujours une analyse en temps réel, constante. Il faut pas que ça tombe. Donc en fait, nous, on a très vite gonflé le cahier des charges pour valider l'hébergeur, ce qu'on ne voulait pas non plus, et moi, quand j'ai sollicité les deux hébergeurs que tu avais sélectionnés, c'est de dire la contrainte finale, c'est que ça ne doit jamais tomber. C'était très clair. Donc ça a mis un petit peu plus de pression sur les deux hébergeurs qui avaient été sélectionnés à l'époque. Après, moi, j'ai mis mes équipes techniques, dont une personne qui est là aujourd'hui, qui a... Alors, je vais être un petit peu familière, mais qui a un petit peu malmené leur technologie pour essayer de voir un petit peu... mais c'était de bonne grâce, Mathieu. Pour voir un petit peu, quand on pousse un peu les requêtes et de savoir comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en avait un qui sortait du lot et qui a été sélectionné pour le projet, qui aujourd'hui a
95% parce qu'il y a encore certaines choses qu'on doit valider, mais qui aujourd'hui correspondent exactement aux échéances et aux contraintes techniques qu'on demande aujourd'hui en tant qu'un hébergeur. Donc c'est vrai que ça a été mis en place. C'est vrai que j'ai pas pu assister non plus au comité de pilotage hier, parce qu'étant sur le FIC, mais bon, nos techniciens étaient dessus hier, donc ça suit sans route. J'ai pas eu d'alerte, donc ça devrait aller. Donc normalement, enfin en tout cas, moi je répète, c'est qu'aujourd'hui on est dans le timing au niveau des contraintes et toi ce que tu as vendu aussi à ta DSI, parce que ton directeur informatique, au niveau interne. Et c'est vrai que je confirme que les équipes aujourd'hui ne croyaient pas que ça allait être possible de faire ce projet-là. Quand je discute avec tout le monde, on leur a dit on va le faire et on peut le faire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est innovant même chez Splunk, parce qu'aujourd'hui c'était des hébergements sur lesquels aujourd'hui on ne partait pas. C'était plutôt de l'on-prem chez l'ensemble de nos clients ou en SaaS. Donc c'est vrai que ça ouvre aussi des belles perspectives pour nous sur d'autres acteurs du marché. Maintenant, il n'y a plus qu'à finaliser ça pour voir la suite. Et ensuite, vas-y, si tu veux. Ouais, je vais être clair avec toi, parce que je vais quand même vous faire la première de l'annonce. En fait, c'est juste parce que j'ai besoin de finir ce projet-là avant de passer mon entretien d'évaluation annuelle. Faut que chacun. Non, mais t'as raison. Moi, j'ai pas ses objectifs. Oui, donc, t'oublies de dire à ton équipe que c'est pas possible. Tu leur dis, je comprends pas, vous êtes des ânes, je l'ai déjà fait ailleurs. Voilà, ça marche. Et après, tu fouettes un peu, et puis t'arrives en faisant le bonhomme à ton entretien annuel d'évaluation. Mais ça, je te laisserai faire. Moi, le mien, il est déjà passé, donc ça va. Mais nous, on est dans la fonction publique. Et puisque tu as réussi à mettre ton projet phare en place. Non, c'est vrai. Et donc maintenant, avec ce beau projet, quelle est la suite avec Splunk? Parce que je t'avoue qu'on ne va pas s'arrêter là. On a des belles perspectives et il y a des belles discussions. Mais aujourd'hui, comment tu nous vois dans la suite au sein de la CNAF ou ton département après des évolutions avec Splunk? Donc il y a une évolution possible et on est en train de regarder ce qu'on peut faire sur la partie fraude. Parce qu'aujourd'hui, mais vous le suivez probablement dans les JT, hein, il y a un sujet fraude au sein des organismes de l'État et il faut qu'on prenne ces sujets-là correctement. Alors non pas que on n'est pas déjà j'ai au sein de mes équipes quelqu'un qui est spécialisé sur la détection de fraude et qui est capable, par exemple, de remonter 2000 incidents par mois sur des tentatives de connexion, d'usurpation, etc., etc. Donc on a déjà un certain nombre de schémas. Je rappelle, 2000 incidents par rapport à 1 million de connexions, c'est finalement pas beaucoup. On a des schémas de fraude qui sont en place et on va pouvoir continuer avec l'infrastructure Splunk à travailler sur ces schémas de fraude. Et puis, on a tout le sujet observabilité du fonctionnement de nos data centers et de nos services en data center qui peut aussi être traité avec ces infrastructures-là. Donc, on va continuer à travailler ensemble. Avec plaisir. Avec plaisir, plaisir. Plaisir partagé. Merci. En tout cas, merci Fabien pour cet échange et ce retour d'expérience. Je te promets, on va tenir les deadlines et on va finaliser correctement la mise en place du projet. Et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se tient à votre disposition. C'était si clair que ça ? J'ai peut-être une question un peu plus générale sur l'état des menaces. On parlait du coup des tentatives de fraude, etc. Mais est-ce que vous avez vu des choses évoluer là dans les années actuelles où il y a des choses qui sont de plus en plus peut-être sophistiquées au niveau des menaces ou des choses qui complexifient la protection des organismes publics notamment? L'état de la menace, du coup, elle a bien évolué ces dernières années.
alors c'est concomitant à la crise en Ukraine, puisqu'on a transformé l'Internet en théâtre d'opération au sens militaire du terme. On a une professionnalisation des attaquants et cette professionnalisation, elle est as a service, c'est-à-dire que vous pouvez acheter de l'attaque as a service et du coup récupérer un pourcentage du fruit de l'attaque lorsque c'est monétisé. Donc vous avez du ransomware as a service, vous avez des choses comme ça. Sur nos infrastructures, nous, ça se traduit en plus de tentatives de déni de service. On joue toujours à cache-cache avec nos attaquants sur la partie identité, donc plus de tentatives d'usurpation d'identité, avec du coup les tentatives de contournement des mécanismes d'identité sur le site caf.fr, hein, où donc on a mis en œuvre fin 2024 le MFA pour que nos allocataires reçoivent un OTP par mail ou par SMS quand ils font une connexion sur le site pour protéger cette connexion. Hein. L'idée, c'est d'avoir ce que je connais et ce que je possède avec le MFA, donc s'assurer que c'est bien la personne qui a l'équipement qui est connecté sur son espace. Malgré tout, les attaquants étudient complètement le fonctionnement, les scénarios de fonctionnement de notre site, les connexions. Et du coup, nous, on est obligé de progresser sur l'analyse qu'on porte sur les logs, la géolocalisation de ceci, le parcours de l'allocataire sur le site pour détecter des tentatives de fraude ou en tout cas des connexions malveillantes. Je ne vous l'apprends pas, hein, le monde public est particulièrement ciblé au travers de nos allocataires, de nos partenaires, avec des fuites d'informations. Vous l'avez vu en 2024 dans la presse avec des attaquants qui se targuaient de posséder une fois 600 000 comptes, une fois 60 000 comptes d'allocataires valides pour se connecter sur notre service. Ça demande un travail de fond des équipes hein, qui récupèrent du coup ces bases pour pouvoir les analyser et les catégoriser. Alors, pour celle de 60 000, puisque j'ai suivi l'incident, finalement, il n'y avait que 1400 comptes qui permettaient effectivement de se connecter sur notre système d'information. Du coup, ça demande le verrouillage de ces 1400 comptes. Ce n'est pas une fuite d'informations qui a pour origine les bases de données de la CNAF, hein, c'est juste des attaquants qui, comme ils se sont professionnalisés, ils ont aussi maintenant des data scientists et quand ils récupèrent toutes les lignes possibles, imaginables en France avec l'ensemble des établissements de santé qui se font poutrer régulièrement, donc ils récupèrent des noms, des prénoms, des adresses mail, des numéros de sécu ou des NIR qui leur permettent de constituer ensuite des bases as a service de connexion à nos services. Ben oui, donc sur 60 000 comptes, ils en ont 1400 qui fonctionnent et du coup, ça nous oblige à réagir pour vérifier ces comptes-là et on est sur une partie de cache-cache. Et le sujet, c'est bien de réussir à s'organiser dans cette partie de cache-cache pour les découvrir afin qu'ils puissent faire du mal. Donc la partie Splunk, ça nous permet de faire la corrélation, mais on a aussi, bien entendu, une kyrielle d'autres produits qui sonnent et qui nous permettent de détecter des différents types hein, du firewall, de l'EDR, enfin ce que vous voulez, mais toutes les technologies qui nous permettent de le faire.